Et notre invité politique ce matin, c'est Marion Maréchal. Bonjour Marion Maréchal, merci d'être avec nous. Vous êtes tête de liste Reconquête pour ces élections européennes et vous inaugurez notre nouveau rendez-vous. On recevra à 8h les principales têtes de liste pour ces élections. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Nathalie Moret. Bonjour Nathalie, merci d'être avec nous également. Nathalie du groupe EBRA, ce sont les journaux régionaux de l'Est de la France. On va évidemment parler de votre campagne et de votre programme, Marion Maréchal, mais d'abord, dans l'actualité, ce sont ces nouveaux blocages d'universités qui ont eu lieu hier. Sciences Po Paris qui est fermé aujourd'hui en raison d'une nouvelle occupation par des étudiants mobilisés pour la cause palestinienne. Est-ce que vous y voyez, vous, une forme d'agitation entretenue à des fins électoralistes ? Moi, je ne suis pas surprise, puisque l'une des raisons pour lesquelles j'ai monté une école de sciences politiques lorsque j'ai quitté la politique, c'est justement face à la gangrène wokiste et à la dérive idéologique, je dirais, islamo-gauchiste que l'on constate aujourd'hui dans ces écoles de sciences politiques. Ça n'est pas la première fois d'ailleurs que Sciences Po fait parler d'elle, puisqu'on se souvient de cette école qui a également organisé le Hijab Day, donc la journée du voile où tous les étudiantes devaient porter le voile. On se souvient de cette éviction de cette professeure de danse qui voulait simplement continuer d'utiliser le terme homme-femme pour former des couples de danse, et ces étudiants radicalisés qui lui imposaient d'utiliser le terme follower, leader, pour ne pas utiliser le terme homme-femme. Et on voit aujourd'hui ces blocages, ces violences, ces ambiguïtés antisémites. Et donc moi, je le dis très fermement, j'ai le sentiment parfois, non seulement d'une lâcheté de la direction, mais d'une complaisance, pas seulement de la direction d'ailleurs, mais même des enseignants. On voit même qu'à Sciences Po Menton, le campus a carrément été fermé. On se souvient à Sciences Po Paris de cet accord insupportable qui a consisté à renoncer aux sanctions disciplinaires en échange du déblocage de l'université. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, vu l'état de la situation, il faut une enquête administrative. Voilà, sur aujourd'hui la radicalisation de cette école, les enseignements qui y sont délivrés, le poids et la pression de ces minorités activistes d'étudiants qui font la loi dans ces écoles et l'attitude de la direction. Et il faut pouvoir, si nécessaire, remettre en cause les subventions publiques aujourd'hui qui font vivre Sciences Po et tous ces campus, parce que ces écoles ont quand même vocation à former des serviteurs de l'État et non pas des casseurs, des bloqueurs, des radicaux et des extrémistes. Hier, il y a eu une réunion à Sciences Po avec toutes les parties prenantes qui a justement déminé un petit peu les problèmes. C'était la bonne solution ? Écoutez, franchement, moi j'ai du mal à comprendre même l'objet de ces blocages. Je rappelle quand même que c'est pas Sciences Po dans notre pays qui est en charge des affaires étrangères. Je veux dire, c'est pas Sciences Po qui va régler la situation du conflit israélo-palestinien. C'est pas normal que les universités soient des lieux de débat. Mais tout à fait. Mais de là à empêcher, je veux dire, le rôle quand même et la mission de Sciences Po, c'est d'abord d'enseigner et de transmettre des savoirs. Ça n'est pas de faire de la politique étrangère. Donc que les étudiants aujourd'hui au nom du blocage de Sciences Po, exige une inflexion du ministère des Affaires étrangères et du gouvernement, objectivement, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc qu'il puisse y avoir des débats dans l'école, oui, encore faut-il que ce soit des débats libres, parce que ce sont ces mêmes étudiants qui, je le rappelle quand même, ont empêché, manifestement, il y a une plainte d'ailleurs en ce sens, des étudiants dits sionistes et en l'occurrence de confession juive, de pouvoir rentrer dans certains amphithéâtres lorsqu'ils étaient bloqués par ces activistes. Dernière question peut-être sur le sujet, certains demandent une mise sous tutelle de Sciences Po, est-ce que vous iriez jusque-là ? Ah bah si il y a une enquête administrative et si on constate en effet qu'il y a des carences dans la direction et une radicalisation des enseignements et un parti pris idéologique, oui, pourquoi pas voilà, pourquoi pas, parce qu'en effet, moi je suis même potentiellement, je vous l'ai dit, pour la remise en cause des subventions publiques. Dans une interview à l'hebdomadaire britannique The Economist, Emmanuel Macron a assumé de ne pas exclure l'envoi de troupes au sol en Ukraine si les Russes devaient aller percer les lignes de front et s'il y avait une demande ukrainienne. Je cite le président de la République. Vous n'êtes pas d'accord ? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et je reproche au président de la République, une fois de plus, comme à l'élection présidentielle d'ailleurs, de vouloir faire peur aux Français en agitant la menace russe pour pouvoir ainsi bénéficier de votes de Français qui évidemment seraient angoissés par cette situation. Est-ce qu'elle n'est pas réelle pour vous, cette menace russe ? Ah bah moi je considère aujourd'hui qu'il y a évidemment une menace russe sur le front ukrainien. Je pense qu'il est aujourd'hui excessif, je vous le dis. Et donc, pas tout à fait exact d'imaginer que demain, la Russie puisse envahir des pays membres de l'OTAN. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, si la Russie, qui a déjà du mal, disons-le, à clore cette guerre en Ukraine depuis maintenant de très nombreux mois, si la Russie s'aventurait sur le sol d'un des membres alliés de l'OTAN, il affronterait une alliance militaire qui est 2 à 3 fois plus puissante qu'elle. Donc moi, je veux bien qu'on agite des peurs inconsidérées pour essayer de cliver dans le débat, de faire peur aux Français et donc de ramener des votes vers celui qui se présente aujourd'hui comme le champion de guerre, mais il faut imaginer ce que cela impliquerait. Cela impliquerait l'envoi de troupes au sol, que la France deviendrait mécaniquement
co-belligérant, entrerait en guerre avec la Russie? Est-ce que le président de la République est prêt à accepter de rentrer en guerre avec une puissance nucléaire, avec l'escalade militaire que ça peut représenter? Est-ce qu'il est prêt à faire porter aux Français la menace demain de missiles russes qui pourraient s'abattre sur le sol français? Je ne suis pas sûre qu'il en mesure toutes les conséquences, ou en tout cas il n'informe pas les Français de toutes les conséquences que cela pourrait entraîner. Et par ailleurs, j'en finis juste par là, à quoi va-t-il exposer nos soldats? La guerre en Ukraine est une guerre monstrueuse. C'est une guerre de tranchées avec des drones. C'est une guerre extrêmement sanglante. Il est évident que les soldats français, dans ce cadre-là, seraient une cible prioritaire. Toute l'argumentation du président de la République est de dire si on ne protège pas l'Ukraine, après, l'Europe peut mourir. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette argumentation-là? Je ne suis pas d'accord avec... Je considère que l'Europe peut mourir, mais pas des mêmes menaces présentées par le président de la République. Il parle de menaces existentielles. Il cite la très belle citation de Paul Valéry pour ce faire. Et lui, il considère que la menace existentielle qu'affronte aujourd'hui l'Europe, c'est la Russie. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce constat. Il y a une guerre russo-ukrainienne. Personne ne le remet en cause. Mais moi, je considère que la menace existentielle aujourd'hui à laquelle fait face la civilisation européenne, et la France en particulier, c'est la menace d'une immigration de masse, une immigration de remplacement, et la menace d'une islamisation du continent. Donc, et donc d'un changement identitaire, spirituel et culturel. Voilà. Et donc forcément, puisqu'on n'a pas les mêmes constats, on n'a évidemment pas les mêmes solutions. D'accord. Alors il dit aussi dans cette même interview, justement, il dit tous les nationalistes européens sont des Brexiteurs cachés. Marion Maréchal, est-ce que vous vous sentez visée? Non, je ne me sens pas visée, mais surtout, moi, je dénie au président de la République de présenter le débat de cette manière. Il n'y a pas ou l'Union européenne d'Emmanuel Macron et d'Ursula von der Leyen ou la sortie de l'Union européenne. Il y a une troisième voie qui peut exister, qui serait une Europe qui n'est pas ouverte aux quatre vents, une Europe qui met en place la préférence communautaire, une Europe qui est respectueuse des souverainetés et des identités de nations, une Europe qui protège véritablement nos frontières et notre identité, qui ne se compromet pas avec les associations islamistes ou avec l'activisme LGBT, une Europe qui ne sanctionne pas, comme ça a été fait, les gouvernements conservateurs parce qu'ils ne respecteraient pas la doxa idéologique et qui seraient donc privés d'aide européenne. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de ces élections européennes. C'est justement, est-ce qu'on continue avec la majorité d'Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron, ou est-ce qu'on construit une nouvelle majorité à droite, ce que nous voulons faire, nous, avec nos alliés européens, pour changer ce cap européen? Donc non, je ne me reconnais pas du tout dans ces propos, et ils sont évidemment très malhonnêtes intellectuellement. Oui, mais justement, pour avoir une Europe telle que vous la décrivez, il faut modifier certains traités. Modifier certains traités, c'est sortir de l'Europe. Oui, mais il y a deux choses. Il y a le Parlement européen, et vous avez raison, et il y a les États qui jouent un rôle. Ce que je dis, c'est qu'une élection européenne n'a jamais été aussi importante depuis 50 ans. Parce que ce que révèlent tous les sondages européens, c'est que pour la première fois, nous pouvons passer d'une majorité qui est, depuis des décennies, gouvernée par le centre allié à la gauche, donc c'est la majorité d'Ursula von der Leyen, composée, je le rappelle quand même, du groupe DLR, des socialistes et d'Emmanuel Macron, à une majorité, en effet, gouvernée à droite, autour justement de nos alliés des conservateurs, et qui pourrait donc empêcher, par une minorité de blocage et parfois par une majorité de projets, le plan européen d'Emmanuel Macron, qui nous a présenté dans son discours de la Sorbonne, et qui est la vision antagoniste à laquelle je défends. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il veut une dette européenne et des impôts européens qui s'ajouteraient aux impôts français. Il veut la fin du droit de veto de la France, en particulier, par exemple, en politique étrangère ou sur le plan de la fiscalité, c'est-à-dire la fin de la capacité de la France à s'opposer à une décision qui irait contre ses intérêts. Je suis contre. Il veut l'élargissement jusqu'à potentiellement 8 pays supplémentaires. On parle même peut-être d'une Europe à 40. Je suis contre toute forme d'élargissement. Il continue de défendre le fameux pacte vert, qui n'a pas été, je le rappelle, abandonné, qui a été reporté après les élections. Donc je rappelle, pacte vert, ensemble de textes qui est un tsunami de normes et de contraintes à vocation dite écologique, et qui aboutirait, les normes sont aussi là pour protéger. Qui aboutirait, s'il était mis en place, à une décroissance agricole. Voilà. Je m'oppose à ce pacte vert, et nous aurons l'occasion de nous y opposer si nous sommes majoritaires. Mais juste, Marion Maréchal, parce que vous critiquez beaucoup Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen, elle a ouvert la porte à une alliance avec ECR, qui est le groupe dans lequel siègent les amis de Giorgia Meloni, dans lequel vous siégerez si vous êtes élu. Vous pourriez vous allier avec Ursula von der Leyen? Mais jamais de la vie. Ursula von der Leyen, aujourd'hui, elle sait qu'elle a de grandes chances de ne pas être conduite. Et donc, elle cherche désespérément une bouée de sauvetage. Et donc, elle tend la main ici et là pour essayer de trouver des soutiens. Mais il est très, très clair aujourd'hui... Vous saisissez pas cette main. Mais non, mais aujourd'hui, Ursula von der Leyen, elle est la candidate de qui? Elle est la candidate officiellement réinvestie il y a quelques semaines par le groupe PPE. Le groupe PPE, c'est le groupe des Républicains.
C'est leur candidate, c'est la candidate des LR, ça n'est pas la nôtre. Eux, ils s'y sont opposés. François-Xavier Bellamy s'est opposé à la candidature de Ursula von der Leyen. Il n'a pas quitté le groupe du PPE. Donc il est dans le groupe aujourd'hui dont c'est la candidate. Indéniablement, nous n'avons jamais voté pour cette candidate, nous ne faisons pas partie de sa majorité, et la plupart des pays, comme les Polonais aujourd'hui, qui composent ce groupe, ont été les victimes du fameux chantage financier d'Ursula von der Leyen qui voulait sanctionner à l'époque ce gouvernement conservateur pour ses prises de position politiques. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus et elle ne trouvera... Alors justement, sur vos positionnements, puisque dans cette même interview, Emmanuel Macron, dans The Economist, il parle de votre allié Giorgia Meloni. Les nationalistes qui ont été élus sur des programmes de doute à l'égard de l'Europe jouent plutôt en européen. La présidente du Conseil italien aujourd'hui a une approche européenne. Elle a d'ailleurs soutenu le pacte asile et migration. Est-ce qu'il y a dans votre camp les discours de campagne et puis la réalité du pouvoir qui est bien différente? C'est faux, mais Emmanuel Macron est mal renseigné, puisqu'en l'occurrence, les élus de Fratelli d'Italia n'ont pas voté l'essentiel de ce pacte. Ils n'ont voté d'ailleurs que, comme notre eurodéputé Nicolas Bay, que les quelques dispositions qui allaient plutôt dans le bon sens, qui étaient très minoritaires, mais ils n'ont pas, par exemple, voté la répartition. Ils ont fait preuve de solidarité civilisationnelle de ce point de vue-là, la répartition des migrants sur le reste du continent. Giorgia Meloni, elle voulait le blocus naval militaire en Méditerranée. C'est le gouvernement français et allemand qui s'y sont opposés. Elle voulait, par exemple, et elle l'a obtenu d'ailleurs, un accord avec la Tunisie, pays de départ de migrants, pour limiter les départs, et ça a abouti d'ailleurs à ce qu'il y ait moins 70% de débarquement. Mais c'est ce que Emmanuel Macron s'était opposé à cet accord. Mais c'est ce que vous proposez aussi, ce blocus militaire naval, oui, c'est ce que vous proposez dans votre programme anti-immigration. Est-ce qu'elle ne montre pas par A plus B que c'est impossible à appliquer ? Ah bah non, justement. Moi, ce que je veux dire, c'est que précisément, si ça n'est pas possible à appliquer, c'est parce qu'aujourd'hui, toutes les instances européennes ne sont pas alignées pour cela. Et donc, l'idée, justement, demain, c'est d'avoir un Parlement européen qui soit en soutien de ces propositions et non pas en opposition, comme le fait aujourd'hui le gouvernement français. Ce que pointe aussi Emmanuel Macron, c'est la différence entre les actes et les faits. Giorgia Meloni, elle est arrivée au pouvoir en Italie en capitalisant sur la crise migratoire qui est réelle en Italie. Et elle a régularisé plusieurs centaines de milliers de personnes. Elle n'a pas régularisé, elle parle de visa de travail. Mais oui, c'est ça, mais c'est un peu la même chose. Ah bah, c'est pas la même chose de régulariser des clandestins. Est-ce que, pour vous, dans votre campagne, c'est une difficulté d'avoir quelqu'un qui, effectivement, fait campagne sur le thème immigration et ouvre la voie à la régularisation? Je vais vous répondre sur l'Italie, mais je crois que ce qui est plus intéressant, c'est la différence, pour le coup, entre les constats posés par le président de la République, parce qu'il est quand même très mal placé, et les solutions qu'il y apporte. Je vous donne un exemple. On a un président de la République qui fait de très beaux constats géopolitiques dans son interview et qui explique qu'aujourd'hui, l'Union européenne est ouverte aux quatre vents et est le continent qui se protège le moins. Or, lui et ses élus font partie des gens qui ont voté pour le traité de libre-échange avec le Canada, le traité de libre-échange avec le Chili, le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Il explique, par exemple, et moi je suis d'accord avec ça, qu'aujourd'hui, les règles de l'OMC sont dépassées, qu'il faut arrêter la naïveté vis-à-vis des États-Unis et de la Chine, qui eux soutiennent très largement leurs économies avec des aides publiques, donc qui créent de fait une concurrence déloyale. Et moi je suis d'accord avec ça. Le problème, c'est que ils posent ce constat, mais à aucun moment ils ne disent, que je soutiens moi, qu'il faut par exemple durcir les droits de douane vis-à-vis de l'industrie automobile électrique chinoise, par exemple. Aujourd'hui, c'est 10% de droits de douane en Europe contre plus de 20% aux États-Unis. Il ne dit pas, par exemple, qu'il faut aller plus loin dans l'assouplissement des aides d'État, notamment dans les secteurs stratégiques. Il ne dit pas, par exemple, qu'il faut une préférence communautaire dans les achats sur l'accès des marchés publics au niveau européen. Il se contente simplement de soutenir le fait qu'il y ait des enquêtes, des enquêtes de la Commission sur les panneaux photovoltaïques, l'éolien ou les voitures électriques. Vous comprenez bien que c'est ça qui m'intéresse. C'est plutôt, en fait, l'utilisation abusive de mots-clés qui sont très plaisants à l'oreille, mais qui concrètement ne se déclinent en rien. Est-ce que vous allez justement dans votre campagne insister plus sur ce genre de choses, alors que pour l'instant vous êtes plutôt sur une campagne monothématique sur l'immigration principalement et la sécurité, ce qui commence peut-être d'ailleurs à vous servir dans les sondages, puisqu'on voit un léger frémissement? Je ne crois pas du tout qu'on fasse une campagne monothématique, puisque moi, vous savez, j'ai eu l'occasion de débattre avec Mathilde Panot, avec Valérie Ayé, avec Marie Toussaint dans ces élections notamment, et on a parlé de tous les sujets, notamment des sujets concernant l'agenda de ce que je concerne moi être le fanatisme écologique, une espèce d'écologie de la punition, voire de la pénitence, qui consiste à créer un magma de normes et de contraintes qui aboutissent à la baisse de la production en Europe. Votre discours de lancement de campagne, il était assez monothématique, Marion Maréchal. Maintenant, j'assume une chose, vous avez totalement raison, j'assume une chose, c'est que pour moi, la priorité dans cette campagne, c'est le combat pour l'identité
de l'Europe et de la France. C'est votre marque, donc, au sens où, dans ces élections européennes, les gens votent pour une marque, pour le Rassemblement national, pour la majorité, etc. La marque Marion Maréchal, c'est pas une marque, c'est une conviction. C'est-à-dire que la conviction aujourd'hui, c'est que la menace existentielle de l'Europe, elle passe d'abord sur ce sujet. Et qu'aujourd'hui, il faut imaginer que depuis 2022, il y a en Europe plus de migrants qui entrent légalement et illégalement chaque année sur le sol européen que d'enfants qui naissent. Voilà. Et que donc, l'enjeu qui est le nôtre, c'est de savoir si la civilisation européenne telle que nous la connaissons, telle que nous la chérissons, qui est une civilisation aux racines chrétiennes de culture grecque et romaine, va subsister ou si elle va être remplacée par des cultures étrangères et islamisées avec toutes les conséquences que nous voyons d'ores et déjà en France. Je veux dire, on m'a reproché d'être obsessionnel sur ce sujet, mais dans l'actualité, tout nous a donné raison. Regardons ces actualités récurrentes maintenant, les offensives islamiques, à l'école, les proviseurs qui démissionnent parce qu'il y a aujourd'hui des jeunes filles qui refusent de porter le voile, d'autres jeunes filles qui sont lynchées ou tabassées parce que justement elles ne respectent pas le ramadan ou elles ne portent pas le voile. Un homme qui a été tué à Bordeaux en France au XXIe siècle parce qu'il a bu une bière en période de ramadan. Eh bien tout cela, je vous le dis, la police des mœurs islamiques deviendra non plus des faits divers accumulés, mais notre quotidien d'ici quelques décennies si nous ne faisons rien. On va parler de votre stratégie de campagne. Marine Le Pen et Jordan Bardella étaient en meeting à Perpignan mercredi. Ils ont appelé votre camp à ne pas se disperser. Voter pour vous est une voie perdue. C'est le message qu'ils ont fait passer. Que leur répondez-vous? Moi, ce que je dis dans ces élections, c'est que l'enjeu, c'est de battre Emmanuel Macron au Parlement européen. Voilà. Et que tous ceux qui aujourd'hui essayent de motiver les électeurs à aller aux urnes en leur promettant demain que si Emmanuel Macron n'est pas premier dans ces élections, il y aura une dissolution, est un mensonge. Donc il ment. Jordan Bardella ment. Emmanuel Macron lui-même a dit, il y a hier ou avant-hier, si je ne m'abuse, qu'il n'y aurait pas de dissolution sous la pression de l'opposition. Donc aujourd'hui, c'est mentir que de dire aux Français que si ils vont faire en sorte qu'Emmanuel Macron ne soit pas premier, ça va changer au niveau national. Non, ce qui est l'enjeu de ces européennes, c'est de changer la majorité au Parlement européen, donc de battre Emmanuel Macron au Parlement européen. Et moi je dis la différence entre le Rassemblement national et nous, elle est très simple, au-delà des divergences sur un certain nombre d'idées, c'est la capacité à agir. Voilà. Je le dis très clairement, il suffit d'aller vérifier pour en être convaincu. Le Rassemblement national est arrivé premier aux dernières élections, il est arrivé premier aux élections précédentes, je parle des élections européennes. Mais bien que ça n'a pas empêché Macron d'être réélu et réélu. Mais surtout, ça n'a rien changé au niveau européen. Et pour une raison simple, c'est que le Rassemblement national, aujourd'hui, même si c'est un parti puissant, évidemment, peut-être 27, 28, 29 députés demain, est dans un groupe qui est un groupe isolé, qui est un groupe marginalisé, qui n'a pas d'influence. Or, à l'inverse de nous, nous appartenons aujourd'hui à un groupe, le groupe des conservateurs, qui peut non seulement passer devant Renew, donc le groupe de Macron, mais qui peut en plus faire basculer la majorité. Et donc je le dis simplement aux électeurs de droite qui ont enfin envie de voir un changement, qu'en réalité, le vote utile aux élections du 9 juin prochain, c'est Reconquête, parce que c'est là que se trouve la capacité à agir. Donc voter RN, ça ne sert à rien dans votre stratégie? En tout cas, ça ne pourra pas changer à lui seul le destin européen, ça c'est une absolue évidence. Donc c'est des voix perdues pour le Parlement européen? Au niveau européen, je vous dis, le vote le plus utile pour changer les choses, c'est indéniablement Reconquête. Nathalie, vous avez une question sur la stratégie? Ah oui, pardon. C'est pas grave, c'est tôt le matin. C'est ça. On voit que Sarah Knafo, qui est rentrée en campagne, c'est votre numéro 3 de campagne, elle lâche un petit peu plus ses coups contre le Rassemblement national. Est-ce que ça va être votre nouvelle stratégie? Non, il ne s'agit pas de donner des coups gratuitement au Rassemblement national, il s'agit de répondre. Vous êtes en train de dire que voter pour le Rassemblement national, ça ne sert à rien. Et je réponds aux attaques qui ont été faites, aux reproches qui ont été faits directement par Jordan Bardella, qui a été le premier à parler de vote inutile ou de vote perdu. Voilà. Non, mais il y a un changement quand même, Marion Maréchal. Dans votre discours de campagne, vous les avez quasiment pas attaqués. Vous disiez même, on est complémentaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites encore la même chose? Eh bien, vous avez raison, parce que je considère qu'aujourd'hui, mes ennemis dans cette élection, mes adversaires premiers, c'est évidemment et avant tout les ennemis, on va dire pour moi, vitaux de la France, que sont l'extrême gauche, la LFI, et puis au niveau européen, évidemment, les macronistes alliés aux socialistes. J'ai à droite des concurrents avec qui j'ai des divergences, parfois aussi, évidemment, des choses en commun. Je continue de défendre cette idée qui m'apparaît incontournable en France comme au niveau européen de pouvoir travailler ensemble. Maintenant, quand le Rassemblement national attaque parfois avec des attaques de mauvaise foi sur soi-disant une ambiguïté avec Ursula von der Leyen ou un vote perdu, je réponds. Et je réponds quoi? Je dis il n'y a pas de vote perdu aux élections européennes pour une raison simple, c'est que pour avoir des élus, il faut faire 5%. C'est le seuil. Voilà, tous les partis qui font plus de 5% auront des élus. Mais sur le fond, nous sommes à 8. Sur le fond, par exemple, Sarah Knafo a dit qu'il y a eu des revirements de Marine Le Pen, en fonction de l'opinion. C'est ce qu'elle dit. Elle dit le Rassemblement national, c'est le parti des sondages. Vous diriez la même chose? Mais c'est vrai qu'il y a eu des évolutions et des changements.
parfois radicaux dans le programme proposé dans le Rassemblement national. Voilà, mais là-dessus... Donc ça veut dire quoi? Que pour vous, ils n'ont pas de colonne vertébrale, ils agissent en fonction de l'opinion? Mais indéniablement, il y a eu des évolutions. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi je suis partie. Donc je ne vais pas me cacher derrière votre petit doigt, je ne suis plus au Rassemblement national. J'ai quitté le Rassemblement national en 2017. J'ai fait autre chose pendant 5 ans et je suis revenue auprès d'Éric Zemmour. C'est donc bien aujourd'hui que je considère que ce qui est défendu par le Rassemblement national ne me convient pas à tous les niveaux, notamment sur le plan économique par exemple. Donc oui, il y a eu des choses qui ont évolué. Et ce qui est sûr, c'est que indéniablement aujourd'hui à Reconquête, il y a pour le coup une ligne idéologique très, très claire et très cohérente. Ce qui n'a pas, c'est vrai, toujours été le cas au Rassemblement national. Et encore moins, disons-le, parce qu'au-delà du Rassemblement national, chez les Républicains. Et donc moi, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'installer un parti de droite qui est fort sur ses appuis sur les questions identitaires, qui défend un programme économique de droite et qui est conservateur sur les sujets de société. Donc l'union des droites, c'est plus possible. Plutôt que d'avoir des républicains. Mais bien sûr que l'union des droites est possible, mais une fois de plus, la coalition, c'est travailler avec des gens avec qui on n'est pas d'accord sur tout. Un dernier mot, Nathalie. D'une coalition. Vous évoquez Reconquête, le parti que vous avez rejoint. Est-ce que cette élection européenne est vitale pour Reconquête? Et est-ce que Reconquête survivrait si elle n'avait pas d'élus le 9 juin prochain au Parlement européen? Mais rien n'indique que nous n'aurons pas d'élus, bien au contraire. Puisque je vous ai dit, 2 sondages cette semaine à 8, ça fait 8 eurodéputés. Donc moi, je suis très optimiste. Un parti ne joue jamais sa survie à une élection. Hein. Vous savez, on n'est jamais mort en politique. Et est-ce qu'Éric Zemmour sera sur votre liste comme Marine Le Pen est en dernier? Tout à fait. Il sera avant-dernier pour des raisons paritaires, donc en soutien et engagé à mes côtés, évidemment. Donc 80e. Merci Marion Maréchal. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin.